Quand on parle des Vikings, l'image qui nous vient en tête est pas mal toujours la même, hein? Celle de barbares sauvages avec des casques à cornes. Sauf que cette image-là, c'est une invention, popularisée bien plus tard. Elle cache une réalité beaucoup plus complexe. Pendant des siècles, l'histoire d'un peuple de marins, d'artisans et d'explorateurs est restée un peu en dormance sur les rivages du nord de l'Europe. Puis, au début du 20e siècle, une découverte a tout changé. Ce navire, le navire d'Osberg, ce n'était pas juste un bateau. C'est un chef-d'œuvre d'art et de technologie navale. Ce n'était pas l'œuvre de simples brutes. Alors, si le stéréotype du barbare était faux, qui étaient-ils vraiment ces Vikings? Au-delà des récits de raids sanglants. Pour comprendre l'ascension des Vikings, il faut d'abord regarder comment était l'Europe à la fin du 8e siècle. C'est un monde qui était mûr pour un grand bouleversement, mais qui n'avait aucune idée de la tempête qui se préparait juste au nord. À cette époque, on assiste à la préparation d'une véritable tempête parfaite. D'un côté, on a l'Europe chrétienne. Elle est riche, oui, mais elle est complètement divisée. Ces monastères sur les côtes, c'était comme des coffres-forts sans serrure, remplis de trésors et protégés, croyait-on, uniquement par la foi. Et de l'autre côté, la Scandinavie. Là-bas, les terres cultivables sont rares, ce qui pousse une société de marins à regarder vers la mer pour trouver richesse et renommée. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Leur plus grand avantage, ce n'était pas juste la férocité, c'était la technologie. Leurs navires, les dracars, avaient un faible tirant d'eau. Ça veut dire qu'ils pouvaient traverser les océans puis remonter les rivières très loin à l'intérieur des terres. Ils pouvaient frapper n'importe où, n'importe quand et disparaître bien avant qu'une défense puisse s'organiser. L'Europe n'avait tout simplement rien pour rivaliser avec ça. Et puis, ils sont arrivés. Pas comme des marchands ou des diplomates, non. Ils sont arrivés comme une force de la nature, un véritable tourbillon de voiles et d'acier qui a pris l'Europe chrétienne complètement par surprise. En 793, des navires vikings surgissent de la brume et frappent le monastère de Lindisfarne, un des lieux les plus sacrés d'Angleterre. Pour les chroniqueurs de l'époque, c'était l'impensable. Un sacrilège si brutal que ça semblait être une punition divine. Cet événement, c'est ce qui marque officiellement le début de l'âge des Vikings et ça a semé une peur qu'elle ait hanté les côtes européennes pendant des décennies. Lindisfarne, ce n'était que le début. L'audace des Vikings a grandi de façon exponentielle. Les raids isolés sont devenus une routine annuelle, puis ils ont commencé à passer l'hiver en territoire ennemi, et finalement, en 865, ils ne sont plus venus seulement pour piller, mais bien pour conquérir. C'est l'arrivée de la fameuse Grande Armée païenne. Cette armée-là était différente. C'était une coalition de bandes de guerriers, unis sous des chefs légendaires comme Ivar le Désossé. Leur but n'était plus de faire des allers-retours rapides. Non, ils étaient là pour s'emparer de territoires entiers. Ils allaient redessiner la carte politique de l'Angleterre pour toujours. C'est ici que l'image du simple pillard commence à s'effacer. Elle laisse place à celle du colonisateur, de l'administrateur et même du fondateur d'État. L'influence viking s'est étendue bien au-delà des champs de bataille. On voit ici une évolution très méthodique. Ce qui a commencé par des raids opportunistes s'est transformé en une véritable stratégie de colonisation. Des camps temporaires sont devenus des bases fortifiées, les longues forts, comme à Dublin, et ces bases sont ensuite devenues des centres de pouvoir et de commerce permanents. Et l'étendue de leur influence est tout simplement stupéfiante. Du Danela en Angleterre à la fondation de la Russe de Kiev par des Vikings suédois qu'on appelait les Varegs, en passant par la Normandie en France, et même jusqu'à une brève colonie en Amérique du Nord, le Vinland, 5 siècles avant Christophe Colomb. Leur empreinte était véritablement mondiale pour l'époque. L'exemple de la Normandie est particulièrement fascinant. Le chef viking Rollon a reçu des terres du roi de France en échange de la paix. En à peine quelques générations, ses descendants ne se sont pas seulement assimilés, ils ont carrément perfectionné le modèle féodal. Ils sont devenus les Normands, une force qui allait par la suite conquérir l'Angleterre en 1066. Maintenant, essayons d'aller au-delà du guerrier. La société qui a produit ces explorateurs et ces conquérants était bien plus structurée et sophistiquée que les stéréotypes ne le laissent croire. Ça, c'est la question essentielle. Derrière chaque guerrier, il y avait une famille, une ferme, une communauté. Une communauté régie par des lois et des coutumes complexes. Leur vie de tous les jours était loin, très loin, d'être le chaos anarchique qu'on imagine parfois. Les clichés ont la vie dure, mais la réalité est bien différente. Les découvertes archéologiques nous montrent un peuple qui prenait grand soin de son apparence. Loin d'être sans loi, leur société était organisée autour d'assemblées juridiques. Et leurs compétences s'étendaient bien au-delà du combat. C'étaient des artisans et des commerçants experts dont les réseaux allaient de Bagdad jusqu'en Amérique du Nord. Le Qing, c'est un concept vraiment clé pour comprendre leur société. C'était une sorte d'assemblée démocratique avant l'heure. Les gens libres de la communauté s'y rassemblaient pour prendre des décisions, régler les disputes et proclamer les lois.
C'est un système qui contrastait énormément avec le féodalisme très hiérarchique qui se développait ailleurs en Europe. Et le rôle des femmes, c'est un autre aspect qu'on ignore souvent. Elles n'étaient pas du tout passives. Les codes de loi leur accordaient des droits assez importants, comme celui de posséder des biens ou même de demander le divorce. Elles géraient les domaines pendant que les hommes étaient partis en expédition et ont même participé activement à la colonisation de nouvelles terres, comme l'Islande. Mais bon, comme toutes les grandes époques de l'histoire, l'âge des Vikings a eu une fin. Et ce ne fut pas une disparition soudaine, mais plutôt une transformation profonde qui venait à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. On peut identifier 3 facteurs principaux qui expliquent la fin de l'ère des raids. Premièrement, la conversion au christianisme a intégré la Scandinavie au reste de l'Europe. Deuxièmement, l'émergence de rois puissants a mis fin à l'ère des chefs de guerre indépendants. Et enfin, l'Europe a appris à se défendre. Les raids sont devenus beaucoup moins profitables et beaucoup plus risqués. Ces 3 dates symbolisent bien la fin de cette période. D'abord, la conversion du Danemark. Ensuite, la contestation du pouvoir viking en Irlande. Et surtout, la défaite du roi norvégien Harald Hardrada à Stamford Bridge en 1066. Cette bataille est souvent vue comme le point final de l'âge des Vikings. Et c'est là qu'on trouve une des plus grandes ironies de l'histoire. En 1066, la dernière grande invasion de style viking échoue lamentablement. Mais, moins de 3 semaines plus tard, une autre armée, menée par Guillaume, un descendant direct de Vikings, réussit, elle, à conquérir l'Angleterre. Il n'a pas gagné en tant que roi viking, mais en tant que duc féodal européen. L'héritage viking avait conquis, oui, mais en se transformant complètement. Le point crucial, c'est que les Vikings n'ont pas vraiment disparu. Ils se sont fondus dans les cultures qu'ils ont rencontrées, en les transformant au passage. Leur héritage y survit dans notre langue, dans les noms de lieux, dans nos lois et même dans notre ADN. De pillards redoutés, ils sont devenus une partie intégrante de la trame de l'Europe, laissant une empreinte bien plus durable que n'importe quel trésor qu'ils auraient pu piller.